Alors nous nous retrouvons pour la pleine lune. Qui dit pleine lune dit le bilan de ce que nous avons semé en nouvelle lune. Et oui, la lune c'est l'argent, donc il est le temps de revoir ce retour sur investissement. Évidemment, c'est symbolique, il s'agit de savoir en quoi on s'est enrichi spirituellement, mais tout est symbole, il faut évidemment en tenir compte. Ensuite, c'est la dernière pleine lune de l'année. Donc là, c'est très clair, c'est le bilan de l'année carrément. Et c'est pour ça que ça risque de déborder un peu sur cette fameuse semaine qu'on est censé étudier entre le 12 et le 19 décembre, parce qu'on va le voir, notre calendrier s'arrête au 19, mais il y a certaines choses qui font qu'on pourrait aller plus loin. D'ailleurs, cette pleine lune, elle va décroître et elle va aller de plus en plus vers le sombre, c'est-à-dire de plus en plus vers la grotte. Et qui dit la grotte dit une nouvelle naissance, dit pas forcément que Platon et puis sa grotte. Il y a aussi cette idée de creuser pour renaître après, en Capricorne. Et oui, puisque là, on est vraiment à la fin du Sagittaire. Donc, on est sur cette logique de bilan pour renaître à une nouvelle année grâce au solstice d'hiver notamment, et puis avec cette pleine lune. Parfois, on demande, est-ce qu'il vaut mieux faire le tarot, l'astro? Les gens, quand ils commencent, ils sont souvent perdus, mais peu importe, tout est juste. C'est le chemin qui diffère, on se retrouvera tous en haut de la montagne, en tout cas c'est ce que je souhaite à tous ceux qui veulent prendre le chemin de la lumière et de la paix. Si on regarde la numérologie, prenons le 19-12-2021, faisons la réduction théosophique, c'est-à-dire additionnons tous les chiffres et on va tomber sur 18. 18, la lune. On n'est pas au top avec ça, on est vraiment bien. Et si on continue la réduction, 18 c'est 9. Et 9 c'est l'ermite. Et l'ermite il éclaire quoi? Le passé, donc le bilan. Donc que nous prenions l'astro, le tarot ou la numérologie, on arrive quand même à de bonnes interprétations qui sont toujours les mêmes, il faut bien le reconnaître. Alors le bilan, parce qu'on est quand même en astrologie, il a lieu au moment où la lune est en Gémeaux et au moment où le soleil est à l'opposé, évidemment, en Sagittaire. Ce qui signifie que le Sagittaire, il est moitié cheval, c'est-à-dire dans la matière, et il vise une flèche vers l'espace. Donc on est vraiment dans le spirituel. Donc un bilan moitié matériel, moitié spirituel, un bilan tertiel si on veut. Donc voilà ce que je pense qu'il va falloir étudier cette semaine à venir, du 12 au 19 décembre 2021, sur un côté très bilan. Qu'est-ce que va nous révéler cet inventaire de fin d'année ? Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous du samedi matin avec cette idée effectivement de bilan. Alors qu'est-ce que moi je peux dire de mon côté? Eh bien, j'observe les commentaires, ils sont toujours bienveillants. Les commentaires, comme les mails qui me sont envoyés, sont toujours constructifs. On sent que les personnes forment cette chaîne. Vous savez, la chaîne, c'est ce qui permet à un vélo d'avancer quand l'énergie est donnée dans les pédales ou dans le moteur. Donc, c'est important d'avancer tous ensemble. Et c'est ce que j'observe. Les commentaires, les réactions, les coups de téléphone, les coïncidences quand je rencontre des personnes dans la rue, c'est toujours ce côté bienveillant, ce côté d'essayer d'accompagner les autres, de donner, de partager. Et franchement, c'est ça qui est chouette sur cette chaîne. Et pour moi, le bilan, il est super important. J'essaye aussi à mon niveau d'apporter ma pierre pour que les gens puissent aller plus loin grâce au retour que vous me faites, évidemment. Et j'avais parlé au début de l'année dernière d'un bilan et aussi de savoir comment
prendre cette année 2021. Et j'avais proposé de faire un bullet journal, c'est-à-dire d'inscrire dans un petit cahier ce qui se passait les 12 premiers jours de l'année. On le sait, quand on est dans la spiritualité, c'est un vieux classique. On sait que le 1er janvier correspond à janvier, le 2 janvier correspond à février, etc. Donc si le 7 janvier, eh bien, il pleut, il se pourrait bien qu'on ait des vacances pluvieuses, mais heureuses. Ce que j'observe, c'est que très souvent, on s'arrête bien avant les 12 premiers jours. Parce que la vie nous entraîne, parce que, et oui, c'est des moments difficiles de fin d'année, il faut quand même couper les galettes, et il y a du travail. Et j'ai réfléchi à la problématique de la chaîne, et par rapport aux commentaires, et qu'est-ce que je pouvais apporter moi face à ce bilan. Et ce qu'il ressort, c'est que beaucoup d'entre vous ont du mal à sortir vos cartes. Il y a un côté, je verrai ça plus tard, t'inquiète pas, j'ai la situation en main, mais c'est pas le moment. Voilà, et puis on arrive en retraite, et puis on se dit qu'on va faire de l'aquarelle, et en fait on fait jamais d'aquarelle parce que. Et que faire face à des personnes qui ont du mal à sortir le jeu de l'étagère ou du tiroir? Eh bien, j'ai repensé à ce que je faisais il y a bien longtemps maintenant, le tirage de la nouvelle année. Vous savez, 12 secteurs astrologiques, donc l'argent, la famille, la santé, etc. 12 secteurs astrologiques correspondent aux 12 maisons. Et on mettait sur chaque maison une carte du tarot. Donc il est évident que si on avait l'impératrice, je ne sais pas, dans la maison 7, eh bien ça nous conseillait de signer quand même les contrats. On était mis en, en confiance. J'ai fait ça après dans les formations. Et j'imprimais en format A3 les 12 maisons, je crayonnais, etc. Et puis là, il m'est venu cette idée de vous proposer un jeu sur lequel chaque carte aurait des mots-clés, et sur le tapis, chaque maison aurait des mots-clés. Alors évidemment, tout ça, je l'ai développé longuement avec les amis du mail quotidien. Je leur ai dit exactement quand, pourquoi, comment ce tapis et ce jeu pouvaient les aider, les accompagner. Donc, je vous mets en descriptif le lien si ça vous dit d'en savoir plus. Je vous le propose évidemment pour vous accompagner d'ici la fin de l'année. Ce tapis, ce jeu, avec évidemment un petit mode d'emploi, et sur les tirages, c'est pas que le tirage de la fin de l'année, ça sera un peu dur quand même, mais ça peut être le tirage de l'anniversaire, ça peut être le tirage d'une année sabbatique, ça peut être le tirage d'un événement, bref, en 12 maisons astrologiques et avec un jeu de tarot. Alors, la question va se poser évidemment des mots-clés. Parce que tout le monde est plus ou moins hostile aux mots-clés en disant bon, on n'est plus à l'école, etc. Alors vous voyez sur le tapis, chaque maison a évidemment des logos, des symboles pour que ça rentre, pour que ça nous mette en confiance. Pareil sur les cartes. Mais je pense que si vous commencez la guitare, on est toujours un peu amené à faire du solfège, ou le piano, peu importe. Si vous allez sur un tatami, quand vous êtes ceinture noire, c'est-à-dire shodan, ça signifie débutant. Ça veut dire que vous commencez, sous-entendu, vous ne devez plus faire état de ce que vous avez appris avant. Mais n'empêche que vous avez appris à chuter, vous avez appris les rudiments. Et là, c'est la même chose. Je pense que pour commencer, et pour justement faire face à cette peur de ne pas être capable de sortir un jeu, même à sa propre famille, même à son propre ami, peut-être même par rapport à soi-même, ce manque de confiance, eh bien, il peut passer par un côté rassurant de ce tapis, de ce jeu agrémenté de mots-clés. En tout cas, j'en ai fait des tests pendant des années en ce qui concerne ces fameuses cours, ces fameux entretiens de fin d'année. Et ça a toujours fonctionné, les gens revenant même les années d'après, parce que évidemment, après, on peut complexifier la chose en tirant avec les cartes à l'envers. Bref, il y a tout un style à acquérir, mais c'est excellent pour sortir son jeu. Donc voilà ce que je vous propose. Et si vous voulez en savoir plus, vous pouvez m'écrire sur spiral@hotmail.fr.
Donc un bilan extrêmement positif de cette chaîne, avec encore une fois beaucoup de plaisir pour moi d'échanger avec vous, même si quelquefois face à la caméra c'est un peu difficile, mais j'arrive maintenant avec l'habitude à me projeter qu'il y a des gens derrière, des personnes qui me regardent et qui sont bienveillantes, qui sont dans l'harmonie, la tolérance, et ça me convient parfaitement. Alors, cette pleine lune, effectivement, il y a matière à déborder. La première des choses, c'est que le 19 décembre, pardon, quand elle va se produire, eh bien, on aura Vénus qui va arriver auprès de Pluton. Donc, vous imaginez que Vénus tourne et tac, elle va arriver sur Pluton et elle va s'arrêter. Elle va s'arrêter de tourner avant de repartir rétrograde. Mais le 19 décembre, donc on a, en plus de cette pleine lune, un intérêt à voir avec Vénus. Ça, c'est le premier point le plus important. Mais le soir de Noël, un beau cadeau quand même, je trouve. Eh bien, figurez-vous que ce fameux carré Uranus-Saturne, qui fait des tensions depuis la fin décembre 2020, depuis un an donc, ces tensions qu'on voit dans la société au quotidien, entre nous, dans le monde, entre pays, etc., eh bien, ce carré, cette tension, va s'arrêter net le 24 décembre. C'est incroyable parce que c'est quand même une date très très symbolique. Vous me direz, oui, mais moi je ne crois pas forcément en Jésus, etc. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que quand les gens se réunissent, ils génèrent cet égrégore. Et qu'on y croit ou pas, la réunion de ces gens-là le 24 décembre et dans le monde entier, il y a beaucoup de personnes qui vont se mettre en connexion. Donc il faut prendre le côté humain comme il faut prendre en compte le côté de la nature, puisque, on le sait, on va arriver au solstice d'hiver. Donc c'est important de souligner quand même que ce carré va se relâcher, on va en parler plus avant, mais déjà vous comprenez un peu cette ambiance de relâchement, cette ambiance de libération avec le carré qui s'assouplit définitivement, on n'y reviendra plus. Il est temps de tirer les leçons, il est temps de rédiger les conclusions maintenant. Cette pleine lune en Gémeaux est fantastique parce qu'elle nous donne une ouverture avec le soleil évidemment en Sagittaire. Elle nous donne cette idée d'universalité, c'est un monde d'échange, c'est un monde qui va au-delà des frontières. Donc on a quelque chose de génial. Le problème, c'est qu'il y a la lune. Et qui dit lune dit émotion, dit cycle aussi. Vous savez, les gens sont parfois un peu lunatiques, on dirait soupe au lait. Et donc il va y avoir l'influence de l'eau qui risque effectivement de pas rendre cet axe aussi serein. C'est-à-dire qu'en fait, on va avoir beaucoup d'émotions. On le sait, quand il y a la pleine lune, elle joue sur les marées. Oui, mais ça signifie aussi que si nous, on a 70 ou 80% d'eau, la Lune, elle va forcément nous impacter. Donc nos émotions vont être prises en compte et bouleversées. Ça ne sera pas tout à fait serein. Ensuite, en Gémeaux, les Gémeaux, ça parle beaucoup. Est-ce qu'il ne va pas falloir faire attention aux mails qu'on envoie, à nos discussions parfois trop longues au téléphone, toutes ces communications qui vont être exacerbées par cette pleine lune. Ensuite, il y a aussi avec la lune l'idée de famille. Et oui, donc la famille risque de prendre une place importante dans la communication et il va falloir raison garder. D'autant que ça s'aggrave un tantinet avec Neptune qui est en Poisson, mais qui forme un carré puisqu'il est au milieu entre la Lune et le Soleil. Donc on va avoir une tension très haut, puisque Neptune, le maître, est en Poisson, la Lune, c'est les eaux. Donc on va avoir effectivement beaucoup de soucis du côté des émotions, à telle enseigne qu'on peut se dire la vague va être tellement forte que ce qui nous sert habituellement d'intuition, de magnétisme, il va peut-être pas falloir y faire attention, ou en tout cas ne pas trop s'y référer. Il va falloir rester un peu plus calme. Neptune, c'est quand même un gage de manque d'objectivité. Évidemment, c'est les rêves, évidemment, c'est l'imaginaire, évidemment, c'est les espoirs, mais c'est aussi les illusions. C'est un peu ce qu'on veut nous faire gober.
Je sais qu'il y en a qui essayent de le faire et c'est assez propice à ce moment pour nous faire avaler des couleuvres. Donc, c'est pas un moment facile. En plus, en cette fin d'année, même si le gouvernement nous dit qu'il faut pas faire de pot, il se pourrait bien qu'on soit entre amis et qu'on aille un petit peu trop sur la bouteille. Or, on sait que Maison 12, Neptune et Poisson égale addiction. Donc attention quand même à pas se laisser faire enfumer par toutes ces planètes très liées aux addictions, très liées à tout ce qui va être, vous voyez ce que je veux dire, fumette, alcool et autres. C'est pas pour être avec un ton très paternaliste, c'est parce que c'est la réalité. On risque de tomber dans des illusions. Alors, cette lune, elle va être à prendre en compte les 3 derniers jours, c'est-à-dire entre le 16 décembre et le 19, puisqu'après, elle va rapidement basculer dans le signe du Cancer, donc dans un signe d'eau, évidemment. Mais là, on a quand même un moment de tension assez fort avec le carré, d'autant que le Soleil va mettre 3 jours avant de rejoindre le Capricorne, donc il faut aussi faire attention pendant ces 3 derniers jours de la semaine prochaine. Vous me direz en plus que la Lune étant en Gémeaux et puis Jupiter étant avec Neptune dans le signe des Poissons, il y a beaucoup de signes doubles dans l'histoire, donc on risque d'avoir nos centres d'intérêt qui nous attirent un peu partout et on risque d'être éparpillés. Et qui dit Lune dit famille, donc vous pouvez très bien avoir aussi des tensions qui peuvent être générées dans les familles, vous savez, avec la question de l'ubiquité. Il faudrait qu'on soit le 24 décembre chez beau-papa, belle-maman, papa, avec la question des familles recomposées, mais même simplement dans un mariage, avec qui on va. Donc il y a aussi ces tensions à prendre en compte. Et puis aussi même une prudence parce qu'on a Jupiter qui est en carré avec Mars et qui nous suggère quand même de ne pas nous précipiter, d'y aller mollo. Donc attention, cette fin d'année est un bilan, mais dans un moment assez, j'allais dire poissonneux, assez voilé, quoi. Donc attention à tout ça. Je disais aussi que c'était la dernière fois que l'on avait le carré Uranus-Saturne et que par conséquent, les gouvernements vont sans doute relâcher. Ils ne pourront pas maintenir ce coup de force permanent, ils ne pourront pas essayer de provoquer ces lois quand même relativement liberticides et les gouvernements d'Europe vont relâcher les taux grâce justement à mon avis à l'énergie de ce carré qui va se terminer. Donc c'est la fin des restrictions, ça va être la fin de cette rigidité que l'on voit un peu partout, fin de l'austérité, bref, on fait relâche. Et ça c'est vraiment important de le prendre en compte. La fin du carré aura lieu, on l'a dit, le 24 décembre. Donc, je disais que c'était un beau cadeau, mais 24 plus 12 plus 2021 égale 14, égale tempérance, égale un beau cadeau de fin d'année en lien avec la spiritualité. On est en plein dedans. Donc, admettons que ça va être un relâchement qui va se passer dans la joie et la bonne humeur et pas justement passer d'un carré à un autre carré. Si on relâche ce carré, c'est pas pour en créer un autre, c'est pas pour en générer un autre. Parce que justement, Vénus se retrouve en conjonction avec Pluton, on l'a dit tout à l'heure. Alors, il y a évidemment le 19 décembre, cette réunion exacte, c'est le moment exact. Et Pluton, vous savez, c'est le dieu de la mort, c'est un peu le purificateur, c'est le nettoyeur. Et quand il est avec Vénus, qu'est-ce qui peut se passer? Eh bien, déjà, on l'a vu à l'œuvre, tout ce qui était, comment dire, horrible vis-à-vis des femmes est en train de sortir. Il y en a même qui sont jugés, puisque le maire de Draveil est en prison à la santé, donc lui, c'est pas la même santé que ce qui préoccupe le ministre Olivier Véran. C'est pas la même chose. Non, il fait partie de toutes ces affaires Weinstein, de toutes ces affaires un peu horribles qui sortent, et évidemment, les gens sont jugés. Vénus égale balance, ayant confiance dans le jugement. Ça prend du temps, ça c'est certain. Surtout en cette période où la justice n'a pas vraiment beaucoup de moyens. Mais laissons la justice faire, ne rentrons pas dans une nouvelle rigidité, dans une nouvelle violence, un nouvel étau. Je crois qu'il faut faire confiance à Pluton.
Et Pluton qui se retrouve avec Vénus, de quoi parle-t-il? On en a déjà un peu évoqué l'aspect féminin, la féminité. Lorsque la Lune était passée devant le Soleil, vous vous souvenez, c'était la dernière fois, la dernière nouvelle Lune. Là, ça recommence un peu, mais moi je crois que c'est pas la féminité, c'est la femme. C'est la femme qui est, comment dire, auprès de Pluton, et Pluton qui lui dit, est-ce que ça y est, on arrive à être vraiment pur, à être vraiment une Vénus? Parfois, je me pose des questions, parce que Vénus, c'est vert. Si Vénus, je l'ai dit la dernière fois, s'habille en rouge, si les femmes politiques commencent à être dans la compétition, si les femmes disent non, moi je veux pas des non-vaccinés à mon colloque, ça je veux pas, ça j'oblige, est-ce qu'on risque pas d'avoir des femmes en lien avec Mars? Mars, c'est rouge. Quand on regarde la planète, c'est oxydé. Et donc, c'est du fer. Et le fer, ça fait des épées. Et les épées, ça fait couler le sang. Et le sang, c'est rouge. C'est pas ça, Vénus. C'est à l'opposé. Puisque, on le sait, hein, je ne vais pas vous faire Netzach et compagnie, mais on a le vert est à l'opposé du rouge. Donc, si la femme devient un homme, en termes énergétiques, il y a un problème. C'est d'autant plus grave qu'on sent bien que la femme arrive, puisque la présidente de l'Europe est une femme, qu'elle va travailler avec le futur président de l'Europe, je ne sais pas trop quoi, un certain Emmanuel Macron, qui lui, dans les sondages, est taraudé par des femmes, 2 femmes. Ça fait beaucoup de femmes autour du président. Et est-ce que les femmes doivent se mettre sur le même registre, sur la même phase énergétique? Moi, je ne suis pas convaincu que Pluton adore ce genre de choses. Il veut vraiment des femmes qui sont un peu à l'image, la Sadat, évidemment, il faut remettre dans le contexte, mais je ne sais pas, Madame de Lafayette, la princesse de Clèves, on avait des femmes qui conseillaient les rois, et en fait, tout le monde croyait que le roi décidait, mais en fait, c'était la subtilité de la femme qui conseillait. Maintenant, les choses sont dites, on arrive dans l'ère du Verseau, on n'est plus là à voir des femmes qui vont chuchoter dans l'oreille, encore que j'ai vu que la présidente de l'Europe, elle chuchotait au président de Pfizer quelque chose dans l'oreille. Mais c'est plus trop d'actualité. Maintenant, les femmes doivent aller dans la bienveillance. Elles doivent, à mon avis, j'aime pas dire doit, mais c'est ça, Vénus, être en phase avec l'harmonie, la recherche de la douceur, la recherche de la tolérance. C'est comme ça qu'on arrivera. Quand une manifestation est familiale et qu'il n'y a pas de débordement, eh bien, c'est une manifestation plutôt vénusienne, plutôt femme, plutôt mère, plutôt... voilà, on n'a pas besoin de violence. En tout cas, moi, ça ne me semble pas du tout à l'ordre du jour. Donc, il faut avoir un exemple de tolérance, d'ouverture, de discussion et pas de match de boxe. Quand j'ai vu encore hier soir 2 hommes politiques qui montent sur un ring et qui s'invectivent, etc., personnellement, je n'ai pas le sentiment qu'il y a un projet pour l'avenir, justement un tirage en 12 cartes sur les 12 maisons astrologiques. Moi, ce que je vois, c'est que on est un petit peu dans la compétition, on n'est pas du tout dans le partage. Or, on arrive dans l'ère du Verseau. Certains parlent même, en plus de fraternité, de sereineté. Moi, je pense qu'il faut que les personnes se réunissent, c'est de bonne loi, pour échanger les points de vue dans la tranquillité, mais peut-être que sur des idées et pas forcément sur des clashs ou sur des, je sais pas, là, ce qu'on voit avec TMP ou tout un tas de choses comme ça, où il a dit ci, mais lui a répondu ça et tout ça. Et pendant ce temps-là, on a du mal à boucler les fins de mois, la planète, ça va pas bien. Enfin bon, il y a autre chose à faire que d'être dans une cour de récréation. Alors Jupiter, on l'a dit, va arriver en Poisson. C'est aussi cette idée de douceur, cette idée d'harmonie, de calme. On voit quand même que dans les astres, on est plus à aller vers un côté arrondi, un côté tempérance, un côté souple, puisque vous savez qu'il n'y a aucun angle dans la carte en question. Voilà, on prépare Noël, on prépare le solstice dans la douceur, un bilan plutôt calme. Ensuite, on a quand même un trigone entre Mercure et puis Uranus. Donc, planète du Verseau, planète des Gémeaux. On a un côté très air, on a un côté très liberté, très peut-être même révolte. Je crois qu'il faut raison garder.
utilisons la cérébralité de ces deux planètes pour réfléchir, pour gamberger, pour justement apporter des idées constructives et pas les sautes d'humeur d'Uranus en tant qu'ouragan. Essayons de plutôt réfléchir à être force de proposition. Uranus, c'est l'avant-garde, à proposer des idées nouvelles, des fonctionnements nouveaux, peut-être aussi des personnes nouvelles. Quand elles n'ont plus leur place, eh bien, il est temps de la céder, cette place, et puis de voir autre chose. Voilà donc cette pleine lune. Je l'ai abordée de façon concrète. Il y a d'autres aspects, il y a des quinconces, tout ça. Beaucoup arrivent à la pleine lune, mais je pense que ça surchargerait, ça serait pas trop concret. Et c'est un peu, moi, ce que je voudrais vous amener à prendre conscience, c'est le côté concret de l'astrologie. Ensuite, j'ai regardé, comme tout le temps, ce qui s'était passé dans la semaine du 12 au 19, mais les autres années. Je trouvais ça assez extraordinaire. Il y a que des années avec du spatial. J'ai toujours l'impression que la flèche du Sagittaire est orientée vers l'espace, comme si l'homme voulait toujours s'élever. Bon, ça date pas d'hier, hein. Les cathédrales, en l'an 1000, c'était des flèches, déjà. Après, Gustave Eiffel, il a mis une flèche, lui qui était Sagittaire, du 15 décembre 1832. Grande flèche sur Paris, on en a longuement parlé. Et puis après, alors là, ça a été incroyable. Le 14-12 1962, la sonde Mariner 2 scanne Vénus au plus près. Le 14 décembre 2015, c'est Soyouz qui va faire la première rencontre d'une station internationale orbitale. Ensuite, le 15-12 1965, cette fois, c'est Gemini 7 qui rencontre Gemini 6. Donc Gemini, Gémeaux, on y est, on est en plein dedans. Alors comment dire, de satellites, je ne sais pas comment on peut dire, deux fusées qui se retrouvent comme ça pour la première fois en 1965, c'était incroyable. Le 15-12 1970, cette fois, eh ben, c'est un vaisseau soviétique Soyouz qui s'appelle Venera 7 qui va larguer un module très très près de Vénus. On n'arrêterait pas. Le 19-12 2013, cette fois, c'est une sonde européenne Gaia qui va être là pour calculer tous les objets, tout ce qu'il y a dans l'univers. Il y en a 1 milliard à calculer, donc c'est pas rien. Le 17-12 1957 de Cap Canaveral, on va lancer le grand lanceur de fusée Atlas qui va lui aussi permettre et justement d'envoyer le premier satellite de télécommunication aussi dans cette semaine, un 13-12 1958, s'appelait SCORE, ce satellite. Donc on voit que, je pourrais encore citer beaucoup d'autres choses de ces lancements dans l'espace, comme si ce mois-là était vraiment d'aller vers la spiritualité, vers la religion, vers l'univers. Je ne sais pas si lorsque Ptolémée et les autres ont commencé à formaliser ce que les Babyloniens et d'autres avaient prévu depuis longtemps, ils avaient pensé qu'il y avait des vaisseaux spatiaux, peut-être qu'il y en a d'ailleurs de dessinés en Égypte, je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, il semblerait que c'était le mois consacré à l'espace. Peut-être que les scientifiques diront oui, mais non, en décembre, c'est le bon moment pour lancer des fusées. J'en sais rien, mais enfin, moi je constate, il y a toujours eu des choses qui partaient dans l'espace comme si on voulait réunir le matériel et le spirituel. Alors, j'ai regardé aussi les naissances de quelques personnes célèbres. Évidemment, Édith Piaf, qui est née le 19-12-1915 et qui, elle, a été emportée par la foule. Et on le sait, la foule, c'est les clients, la clientèle, c'est aussi la foule, c'est la lune. Donc, ça tombe bien. On a après un certain Ludwig van. Je ne sais pas si vous connaissez son nom de famille, mais enfin, il a tellement écrit qu'il est né le 16-12-1770. C'est quand même un grand compositeur qui est intemporel, mais qui était déjà de son vivant très célèbre partout à l'étranger. On a évidemment un certain Spielberg qui est en train de sortir un film en ce moment, qui est né le 18-12-47, qui lui nous a parlé d'un certain Indiana Jones. On sent le Sagittaire et le côté aventurier. Et puis aussi, il y avait un certain E.T., un extraterrestre, lui aussi, qui allait vers la Lune, vous savez. Et c'était intéressant de voir que Spielberg nous avait fait ce gentil personnage qui allait vers la Lune avec, voilà. Je fais voir l'index, en fait, c'est parce que c'est le Sagittaire. Vous savez que les doigts correspondent à des planètes, celui-ci étant relié à Jupiter et au Sagittaire par définition. On sait que celui-là, c'est le pouce, hein, ça correspond à Vénus.
Et oui, la justice, vivant, mort. Et oui, tout ça, ça s'explique. Enfin, il y a plein de choses. Puisque j'y suis. Hein. La sagesse, Saturne, puisqu'on va aller vers le Capricorne, le plus grand, forcément. L'anneau, celui-ci, tout le monde le sait, ça correspond à l'or et donc forcément à l'amour. Évidemment, tout ça, vous le savez comment? C'est pas difficile. Lui, c'est quoi? C'est Mercure. Mercure, pourquoi? Parce que c'est la communication. Qui c'est qui vous l'a dit? Mon petit doigt. Donc, vous voyez, il n'y a aucun hasard. Tout est vraiment millimétré et on n'en finirait pas. Donc, je vous disais tout à l'heure, astro, tarot, numérologie, etc., etc. Je termine aussi avec quelqu'un qui est né le 14-12-1553, un certain Henri IV, qui lui a fait l'édit de Nantes, parce qu'il en avait marre, qui est la guerre de religion. Alors, un spécialiste de la religion, un Sagittaire, il a mis tout le monde d'accord, et puis en plus, il y avait des trucs avec l'étranger, donc le roi Henri IV était totalement Sagittaire. Et puis alors, le meilleur pour la fin, la cerise sur le Queen Amman, le 14-12-1503, est né un grand astrologue, un écrivain qui, lui, faisait des quatrains, vous l'avez tout de suite reconnu, le mage de Saint-Rémy de Provence, où évidemment je vais assez souvent, c'est pas très loin d'ici, pour voir ce que disait Michel de Notre-Dame, alias Nostradamus, et qui, avec ses quatrains, avec tout ce qu'il a fait, a contribué à populariser l'astrologie. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur la dernière semaine à venir, enfin la semaine à venir du 12 au 19. Et évidemment, on va passer au tirage. Le tirage, forcément, va être un bilan. Alors, on pourrait faire des bilans psychologiques. Vous pouvez vous y amuser avec les cartes honneurs, vous savez, les différents tableaux. Mais moi, je pense qu'il faut rester simple. Parce que c'est ce que nous apprend, en fait, les tirages de l'année. C'est que très souvent, on les oublie parce que c'est précis, mais c'est aussi source d'oubli, de mettre de côté. Voilà. Si là, on décide de faire un bilan de cartes, ça va être vite réglé, quoi. Et on ne pourra pas dire « non, mais je ne savais pas ». Là, ça va nous marquer l'esprit. Alors, sortons le jeu et prenons une première carte pour dire « voilà, qu'est-ce qui a bien marché? En quoi j'ai été bon ?» Parce qu'il ne faut surtout pas oublier dans le bilan de se féliciter. C'est super important. C'est comme les traits bleus en astrologie qui doivent être probablement des bonnes choses qu'on a fait dans les vies passées et qu'on oublie de valoriser. Quand on fait un thème astrologique, on est toujours à regarder les carrés, les tensions en disant « oh là là, oui, ça ne m'étonne pas que je ne trouve pas de mec, ça ne m'étonne pas que j'ai des problèmes d'argent ». Mais on ne voit pas qu'on a des forces. Et cette première carte, elle doit être l'occasion de se féliciter de ce qu'on a accompli dans l'année passée. Mais pas se féliciter, je m'aime et compagnie. Non, non, un truc vraiment sincère de dire oui, effectivement, j'ai avancé, j'ai progressé. Et puis la deuxième carte, c'est un peu ce qui manque en magasin. Vous savez, quand on fait l'inventaire, on dit ouais, là, j'ai plus trop de pâtes, là, il faudrait que j'en prenne 3 kilos. La deuxième carte, c'est un peu ça. Ce sont les choses qu'on n'a pas pu faire dans l'année, soit parce qu'on a été négligent, alors là, il faut s'en prendre à soi-même et puis balayer un peu devant sa porte. Et puis en tenir compte, pourquoi? Parce que la nouvelle année, évidemment, va être basée sur ce que l'on n'aura pas pu réaliser dans l'année passée. Donc voilà, je pense, un tirage en 2 cartes. Vous pouvez vous y amuser dès cet après-midi. Moi, je vous retrouve demain matin pour un tirage signe par signe avec effectivement ces 2 cartes, signe par signe. Qu'est-ce qu'on a bien réussi? Le bilan positif, le bon inventaire. Et puis la deuxième carte, qu'est-ce qui nous reste à travailler pour l'année à venir? Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne après-midi, une bonne soirée et je vous dis à demain matin entre 2 pouces bleus et 2 abonnements. À demain, au revoir.